aujourd'hui pour l'exploration biochimique d'une protéinurie. Et on a déjà parlé de la protéinurie hier dans l'exploration des urines, si vous vous souvenez. En fait, ces dernières années, l'étude de la protéinurie a pris une place importante en médecine, en clinique. Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi on donne plus d'importance à la protéinurie? Parce que plusieurs études qui ont été publiées, ils ont trouvé que la protéinurie, c'est le marqueur le plus important pour suivre l'évolution d'une maladie rénale. Donc je valide une minute, on va mettre tout. Donc je répète, on a vu ces dernières années, il y a une émergence de l'utilisation de la protéinurie en médecine, en clinique, parce que plusieurs études ils ont trouvé que le marqueur le plus important, le marqueur idéal pour le suivi d'une évolution d'une maladie rénale, c'est la protéinurie. Ça, d'un part. D'autre part, on a trouvé que la protéinurie est actuellement un marqueur de risque cardiovasculaire, que ce soit dans la population générale ou dans la population, par exemple, des diabétiques, des hypertendus, etc. Vous voyez pourquoi on a consacré toute une séance pour l'étude de la protéinurie. Maintenant, quelle est l'indication, quelle est l'utilité de la protéinurie? Comme vous voyez sur la diapo, la protéinurie, c'est un outil simple. Pourquoi simple? Parce que ça ne demande pas un prélèvement sanguin, donc c'est un examen non invasif. C'est simple de faire recueil des urines, que ce soit des urines de 24 heures ou maintenant, on n'utilise plus les urines de 24 heures, on préfère utiliser ce qu'on appelle le spot urinaire. C'est quoi le spot urinaire? C'est un prélèvement urinaire miction matinale. On va prendre les urines matinales. Bien sûr, il y a des corrections à faire. On va le voir dans le cours. Donc, c'est un outil simple. On a dit pourquoi simple. De dépistage, de diagnostic et de suivi. Donc, c'est les trois indications, c'est les trois principales indications de la protéinurie. Le dépistage, ça sert à quoi? C'est-à-dire, c'est le dépistage d'une maladie rénale. C'est un sujet asymptomatique qui ne présente aucun signe clinique. Ça, c'est le dépistage. Le diagnostic, on utilise la protéinurie pour le diagnostic de maladie rénale. Quelqu'un qui a des signes cliniques ou biologiques d'une maladie rénale, on va confirmer cette maladie rénale, cette atteinte, par le dosage, la quantification de la protéinurie. Troisième indication, c'est le suivi. Et on a dit que la protéinurie, c'est un paramètre très sensible pour évaluer l'évolution d'une maladie rénale. Maintenant, les indications. Dans quel type de pathologie? Bien sûr, la première indication, c'est la maladie rénale. C'est logique. Vous avez également les maladies urologiques, pas forcément rénales, par exemple les prostatites, les maladies par exemple, cancer de la vessie, etc. Et vous avez également une troisième indication, c'est des hémopathies malignes. Les hémopathies malignes, vous avez, je pense, un cours en immunobiologie sur les hémopathies malignes. C'est les cancers qui touchent l'hématopoïèse ou les organes d'hématopoïèse. Quels sont les objectifs de ce cours? Pardon. Donc, vous avez deux objectifs, deux principaux objectifs de ce cours. Le premier objectif, c'est de connaître ou de distinguer les différents types de protéinurie. Et on a essentiellement trois types de protéinurie. Pas qu'un seul. Je n'ai pas compris la question de Besoin. Je continue la présentation. Donc, on a plusieurs types de protéinurie. On a ce qu'on appelle la protéinurie pré-rénale, la protéinurie rénale et la protéinurie post-rénale. Ça, c'est le premier objectif. Donc, distinguer les différents types de protéinurie. Deuxième objectif de ce cours, c'est de connaître les différents examens d'exploration de la protéinurie, c'est-à-dire les méthodes de dosage utilisées pour quantifier, parce qu'il y a des méthodes quantitatives, il y a des méthodes qualitatives. Les méthodes quantitatives, c'est pour titrer, c'est pour déterminer la concentration de la protéinurie. Il y a les méthodes qualitatives, les méthodes de phénotypage. On va phénotyper la protéinurie. Qu'est-ce que ça veut dire phénotyper? C'est-à-dire déterminer le type de protéines qui se trouvent dans la protéinurie. Parce qu'on n'a pas un seul type de protéine, on a plusieurs types de protéines. Vous avez l'albumine, vous avez les alpha-globulines, les alpha-2-globulines, les bêta-2, les immunoglobulines, etc. Ça, c'est le deuxième objectif. On va commencer d'abord par la définition de la protéinurie physiologique.
Parce que la protéinurie, elle existe, c'est un sujet sain. Mais il faut faire attention, la concentration de la protéine dans les urines, c'est un sujet sain, ne dépasse pas les 150 mg par 24 heures. Quelles sont les deux protéines majoritaires qui composent la protéine physiologique? Vous avez essentiellement l'albumine. Pourquoi l'albumine? Parce que l'albumine, il va subir une filtration glomérulaire. Une petite quantité au cours de phénomène de filtration glomérulaire va passer du sang vers les urines. Donc, elle est inférieure à 20 mg. Deuxième protéine majeure qui constitue la protéine physiologique, c'est la protéine de Tamm-Horsfall. Je ne sais pas si vous connaissez cette protéine. C'est une mucoprotéine que se trouve dans les cellules épithéliales. Au niveau des cellules épithéliales, elle est sécrétée essentiellement par la branche ascendante large de l'anse de Henle. Jusqu'à maintenant, on ne connaît pas vraiment le rôle de cette protéine, mais éventuellement, elle est impliquée dans le processus de lutte contre surtout les bactéries, c'est-à-dire une réaction immunitaire. Elle possède un pouvoir immunitaire antibactérien. Ça, c'est pour la protéine physiologique. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Est-ce que je peux continuer? Très bien, donc on va continuer. Donc c'est clair pour la protéine physiologique. Maintenant, on va parler des protéinuries, toujours dans la protéine physiologique, les différents types de la protéine physiologique. Vous avez la protéinurie orthostatique. Vous connaissez la protéinurie orthostatique, la position orthostatique. Parce que vous avez la position clinostatique, inclinée, clinostatique, position allongée. Vous avez la protéinurie orthostatique. La protéinurie orthostatique, c'est une protéinurie physiologique qui est due à une position debout prolongée. Donc, quelqu'un qui travaille dans un poste qui demande que l'employé doit être debout, par exemple, pendant 6 heures ou 8 heures, on va constater qu'il y a une protéinurie physiologique chez ce sujet. Cette protéinurie physiologique, elle est due à quoi? Les chercheurs ont trouvé que dans la position orthostatique, le débit rénal augmente 10 fois par rapport à la position clinostatique, c'est-à-dire la position allongée. Cette augmentation de débit rénal, qu'est-ce qu'elle va provoquer? Elle va provoquer le passage des protéines dans les urines. Donc, on va trouver une protéinurie physiologique. Deuxième type de la protéinurie physiologique, c'est la protéinurie qui va accompagner la fièvre. On a trouvé que les sujets fébriles qui ont une température supérieure ou égale à 38,3 degrés Celsius développent une protéinurie physiologique. Troisième type de la protéinurie physiologique, c'est la protéinurie induite par l'effort. Le mécanisme est très simple. L'effort, il va augmenter également le débit rénal, le débit sanguin. Il va augmenter également la vitesse de filtration glomérulaire. Donc, il y aura un passage de protéines dans les urines. Si on va jeter un coup d'œil sur la composition d'une protéine physiologique, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que 60% de la protéine physiologique, elle est composée de protéines plasmatiques. Quelles sont les protéines plasmatiques? Vous avez essentiellement l'albumine, vous avez le alpha-1 microglobuline, l'orthomycobide, transférine, etc. Et vous avez 40% de cette protéine physiologique, elle est composée de protéines du tissu rénal, essentiellement la protéine de Tamm-Horsfall, la mucoprotéine sécrétée par la branche ascendante de l'anse de Henle. Cette information, elle est très importante. Maintenant, on va définir la protéinurie pathologique. Vous avez 3 critères qui définissent une protéinurie pathologique. D'abord, la concentration. Quand est-ce qu'on parle de protéinurie pathologique? Lorsque la concentration des protéines urinaires est supérieure à 150 mg par 24 heures. Ça, c'est le premier critère. Pour la protéinurie pathologique, on a deux aspects. Soit la protéinurie, elle est intermittente. Qu'est-ce que ça veut dire intermittente? C'est-à-dire qu'elle n'est pas permanente. Soit elle est permanente. Donc, on peut tomber sur une protéinurie pathologique intermittente et parfois, elle est permanente. Troisième critère, la protéinurie pathologique peut être massive. Lorsqu'on dit massive, c'est-à-dire la concentration, elle dépasse par exemple 1 g par 24 heures.
soit elle est modérée, c'est-à-dire elle est inférieure à 1 gramme. Par exemple, 200 mg, 300 mg, etc. Comment on va explorer la protéinurie pathologique? En général, la protéinurie pathologique, elle est de découverte fortuite. Par exemple, c'est pas, au cours d'un recrutement, on va demander au sujet de faire un bilan de recrutement. Par exemple, on va passer par le médecin de travail. Le médecin de travail va faire une chimie des urines et fortuitement, il va découvrir qu'il y a des traces de protéines dans les urines. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander la quantification quantitative, c'est-à-dire il doit déterminer une concentration de ces protéines. Ça, c'est le premier réflexe. Deuxième réflexe, il doit identifier quelles sont ces protéines. C'est-à-dire quelle est la composition de la protéinurie pathologique. Est-ce qu'elle est composée uniquement d'albumine? Est-ce qu'elle est composée des chaînes légères des immunoglobulines? Est-ce qu'elle est composée de transférine, d'orosomicoïdes, etc. Donc, on doit identifier, phénotyper la protéinurie. Dans cet algorithme, vous avez la classification des différents types de protéinuries pathologiques. Ça résume presque tout le cours. On a dit qu'on distingue 3 types de protéinurie. Vous avez la protéinurie rénale, c'est-à-dire vous avez une atteinte rénale. Cette atteinte peut être soit glomérulaire, soit tubulaire, soit mixte. Donc vous voyez les 3 possibilités, glomérulaire, tubulaire ou mixte. Et dans le type glomérulaire, soit la protéinurie elle est sélective. Qu'est-ce que ça veut dire sélective? C'est-à-dire, si on va chercher la composition de la protéinurie, on va trouver essentiellement l'albumine. Ici, on parle de protéinurie glomérulaire sélective. Si on va trouver d'autres protéines, telles que les transférines ou les immunoglobulines, on va dire que cette protéinurie elle est non sélective. Deuxième type, c'est la protéinurie pré-rénale. Qu'est-ce que ça veut dire pré-rénale? C'est-à-dire qu'elle est due à une anomalie qui précède l'organe, qui précède le rein, c'est-à-dire c'est au niveau plasmatique. Elle est appelée également la protéinurie de surcharge. C'est-à-dire vous avez une augmentation de la concentration d'une protéine plasmatique, et cette protéine plasmatique, elle va se retrouver dans les urines. On parle de protéinurie pré-rénale. Le troisième type, c'est la protéinurie post-rénale. C'est-à-dire ici, le problème, c'est après le rein. Qu'est-ce que se trouve après le rein? C'est le tractus urogénital. C'est-à-dire vous avez la vessie, vous avez prostate, et vous avez bien sûr les tubules. Donc ici, vous avez un problème post-rénal. L'exemple le plus simple, vous avez par exemple une prostatite. Une prostatite, vous avez libération de protéines dans les urines. Donc c'est une protéinurie post-rénale. On va essayer de détailler ces différents types de protéinuries. On va commencer par la protéinurie rénale. Comme vous le voyez, la protéinurie rénale, c'est la protéinurie la plus fréquente. Elle représente 90% des protéinuries pathologiques. On distingue 3 sous-types. Vous avez la protéinurie glomérulaire, c'est-à-dire ici l'atteinte, elle va toucher quoi? Elle va toucher la barrière glomérulaire. Ici, vous voyez que le taux de protéines est très important. On parle de protéinurie massive. Le taux de protéines urinaires dépasse les 2 grammes par 24 heures. L'exemple type, c'est le syndrome néphrotique. Et on va en revenir à ce syndrome avec plus de détails dans le cours. Vous avez également les sujets hypertendus. Les sujets qui ont une hypertension développent souvent une protéinurie glomérulaire, parce qu'il y aura une altération de la barrière glomérulaire. Deuxième type, c'est la protéinurie tubulaire. Ici, vous avez un problème au niveau de la réabsorption, c'est-à-dire vous avez soit une saturation, soit une altération de la réabsorption tubulaire. Et vous voyez que la protéinurie, elle est moins massive par rapport à la protéinurie glomérulaire. Ici, elle est inférieure à 1 gramme par 24 heures. Le troisième sous-type, toujours dans la protéinurie rénale, c'est la protéinurie mixte. C'est-à-dire ici, vous allez associer une altération de la barrière glomérulaire avec une altération de la réabsorption tubulaire. Et le taux de protéinurie, généralement, il est supérieur à 1 gramme, mais il est inférieur à 2. Donc, il est compris entre 1 et 2. Donc, vous voyez, c'est à partir de taux de protéinurie, on peut déjà avoir une idée sur l'origine de cette protéinurie. Est-ce qu'elle est glomérulaire? Est-ce qu'elle est tubulaire? Ou elle est mixte? Deuxième type de protéinurie, c'est la protéinurie pré-rénale. Elle est dite de surcharge. Comme je viens de le dire, cette protéinurie, elle est due à l'augmentation d'une concentration de protéines plasmatiques. C'est-à-dire vous avez un excès dans le sang d'une protéine plasmatique. Cette protéine, elle va passer dans les urines. Vous avez ici 3 exemples.
Vous avez l'exemple des chaînes légères monoclonales qui sont observées au cours de myélome multiple. Le myélome multiple, c'est une hémopathie maligne qui est due à une prolifération non contrôlée des lymphocytes B. Vous connaissez le rôle de lymphocytes B, c'est la synthèse des immunoglobulines. Donc, vous aurez une augmentation de synthèse des immunoglobulines. Et vous allez trouver dans les urines des chaînes légères des immunoglobulines, qu'on appelle les chaînes légères monoclonales. Deuxième type, vous avez le lysozyme. Lysozyme, c'est des protéines qu'on se trouve également au cours des hémopathies malignes et plus précisément les leucémies myélomonocytaires. Vous avez d'autres protéines qu'on peut trouver dans les urines qui sont dues à une protéine de surcharge. Vous avez l'hémoglobine et vous avez les myoglobines. On a expliqué hier quand est-ce qu'on trouve l'hémoglobine et l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est surtout l'hyperhémolyse vasculaire. Et la myoglobine, elle passe dans les urines, surtout en cas de myopathie ou d'atteinte musculaire. Qu'est-ce qu'il reste? Le troisième type, très bien. Le troisième type, c'est la protéinurie post-rénale. Et on a dit ici, le problème, c'est après le rein. Après le rein, c'est-à-dire c'est dans le tractus urogénital. C'est des uropathies inflammatoires ou lésionnaires. C'est-à-dire soit inflammatoire, c'est-à-dire dû par exemple à une infection, ou lésionnaire, vous avez une lésion tissulaire. Vous avez deux exemples. Vous avez la cystite, vous avez la prostatite. Cystite, c'est surtout l'inflammation de la vessie. La prostatite, c'est l'inflammation de prostate chez l'homme, avec bien sûr des saignements dans les voies urinaires. On va détailler une entité particulière de la protéinurie rénale, et plus précisément glomérulaire, qu'on appelle le syndrome néphrotique. Pourquoi on insiste sur le syndrome néphrotique? Parce que biologiquement parlant, le syndrome néphrotique est défini par des paramètres biochimiques. Il est défini par deux paramètres. Vous avez la protéinurie et vous avez le taux d'albumine. Donc, la définition biologique de syndrome néphrotique, c'est une protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures chez l'adulte, mais on peut trouver également un syndrome néphrotique chez l'enfant si le taux de protéines urinaires dépasse les 50 mg par kilogramme par 24 heures chez l'enfant. Ça, c'est le premier critère. Je répète, le syndrome néphrotique, c'est une maladie de définition strictement biologique. Elle est définie par deux paramètres, la protéinurie et l'albuminémie. On va trouver que la protéinurie, elle est supérieure à 3 grammes par 24 heures chez l'adulte ou supérieure à 50 mg par kilogramme par 24 heures chez l'enfant. Le deuxième critère, c'est une hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes. Et vous savez que lorsque le taux d'albumine diminue au niveau plasmatique, qu'est-ce qu'il va provoquer? Il va provoquer le déplacement de l'eau vers le tissu interstitiel. Il y aura l'apparition des œdèmes. Maintenant, la composition de cette protéinurie. Au cours du syndrome néphrotique, vous avez deux possibilités. Soit le syndrome néphrotique est pur ou impur. Quand est-ce qu'on parle de syndrome néphrotique pur? Lorsque la protéinurie elle est composée essentiellement de l'albumine. Et dite impure, c'est quand il y a plus de l'albumine, d'autres protéines dont le poids moléculaire est supérieur à l'albumine, telles que la transférine ou les immunoglobulines. Il y a une question. Le dose en 24 heures chez un sujet sain est de combien? Je n'ai pas compris question de Yassine. La dose. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question, Yassine, parce que je n'ai pas compris. Le dosage en 24 heures chez un sujet sain est de combien? Je n'ai pas compris. Vous parlez de la protéinurie. On a dit que la protéinurie physiologique elle est inférieure à 150 mg chez un sujet sain. C'est clair. Ça, c'est le seuil. On appelle ça un seuil. Ce n'est pas une valeur normale. D'accord? C'est clair ici? Très bien. On continue. Quel est le tableau biologique de syndrome néphrotique? En dehors, bien sûr, de la protéinurie et de l'hypoalbuminémie, qui sont les deux critères de définition, il y aura d'autres perturbations. On va essayer de séparer ces deux perturbations en fonction du milieu biologique. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y avait un problème de déconnexion. Est-ce que vous m'entendez toujours? D'accord, très bien. Dans le sang, on va trouver qu'il y a une hypoprotéidémie. C'est clair pourquoi une hypoprotéidémie? Parce que vous avez une hypoalbuminémie. D'accord? Hypoprotéidémie inférieure à 60, qui est due à une hypoalbuminémie inférieure à 30. Si on va faire une électrophorèse des protéines sériques, on va trouver qu'il y a une hypoalbuminémie. Le pic de l'albumine est très diminué. Et on va constater qu'il y a une augmentation de alpha-2 globuline.
Je ne sais pas si vous avez fait ça. Dans le cours d'exploration des protéines, vous avez fait l'électrophorèse des protéines. Et dans les profils spécifiques, Dr Jeddi vous a parlé de le profil électrophorétique au cours de syndrome néphrotique. Il y a un pic alpha-2. Ce pic alpha-2 est dû à quoi? Il est dû à la synthèse d'une protéine qu'on appelle alpha-2 macroglobuline. Pourquoi notre organisme augmente la synthèse de cette protéine? C'est pour compenser les pertes d'albumine, parce que l'albumine possède un faible poids moléculaire, l'ordre de 70 kDa, alors que l'alpha-2 macroglobuline possède un poids moléculaire plus élevé, donc il ne traverse pas la barrière glomérulaire. Donc la diminution de la pression oncotique dans le sang, elle va être compensée par l'augmentation de synthèse de alpha-2 macroglobuline. C'est pour cette raison, sur le profil d'électrophorèse, on va trouver un pic alpha-2 globuline. Et bien sûr, vous avez une diminution de gamma-globuline. Pourquoi il y a une diminution? Parce qu'il y a des pertes des immunoglobulines. D'autres variations biologiques dans le sang, on va trouver qu'il y a une perturbation de bilan lipidique, augmentation de cholestérol total et triglycérides. Il y a une hypocalcémie. Et pour le paramètre de la fonction rénale, la créatinine, tout dépend de l'origine du syndrome néphrotique. Est-ce que ce syndrome est associé ou non à une insuffisance rénale organique ou fonctionnelle? Passons maintenant au deuxième milieu biologique, dans les urines. Au cours du syndrome néphrotique, certainement, on va trouver qu'il y a une hyperprotéinurie permanente et abondante, c'est-à-dire massive, elle est supérieure à 3 grammes par 24 heures. Si on va faire l'électrophorèse des protéines urinaires, quel est l'objectif ici pour l'électrophorèse urinaire? C'est pour identifier les types de protéines qui se trouvent dans les urines. On parle ici de syndrome néphrotique sélectif ou non sélectif. Donc, on dit que la protéinurie, elle est sélective si elle est composée plus de 80% d'albumine. Elle est dite non sélective si elle contient, en plus de l'albumine, d'autres protéines de poids moléculaire élevé, c'est-à-dire supérieur à l'albumine. Troisième élément qu'on peut réaliser sur les urines, c'est l'analyse de sédiments urinaires. On va prendre le sédiment urinaire. C'est quoi le sédiment urinaire? On va prendre les urines de sujets malades et on va les centrifuger. Le culot qui se trouve au fond du tube, c'est le sédiment. D'accord? C'est ça le sédiment. On va analyser la composition de ce sédiment urinaire. Ajuster le sang. J'essaie de faire de mon mieux. Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est mieux? Très bien. On a dit que le troisième examen qu'on peut réaliser sur les urines, c'est l'analyse de sédiments urinaires. Quel est l'objectif ici? On va mettre les sédiments urinaires sur une lame et on va l'analyser sous microscope. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher essentiellement les hématies, la présence des hématies ou la présence des cellules rénales, le tractus rénal. On va chercher une hématurie et on va chercher également la présence, par exemple, des cylindres hématiques ou les cellules épithéliales, qui signifient quoi? C'est des signes de l'origine glomérulaire de l'hématurie. Un autre paramètre dans les urines, c'est la natriurèse. On va trouver qu'il y a une diminution de la natriurèse. Il y a une diminution de l'élimination de sodium. D'accord? Ça, c'est spécifique au syndrome néphrotique. On a terminé avec les syndromes néphrotiques. On va passer maintenant à l'exploration proprement dite, l'exploration biochimique. Et comme vous le saviez, en exploration biochimique, vous avez trois phases. La phase pré-analytique, analytique, post-analytique. Quelles sont les conditions, les précautions qu'il faut prendre en considération avant de faire le dosage des protéines urinaires? D'abord, il faut pas. Est-ce que vous m'entendez? Il y avait un problème de déconnexion, hein, je m'excuse. Très bien, on va reprendre. Est-ce que vous voyez la diapo?
Vous voyez la diapo? Non. Je vais essayer de partager l'écran encore une fois. J'ai confiance, continuer. Et maintenant? Est-ce que vous voyez la diapo? Pas encore. Et en pause. Pourquoi il est en pause? Reprendre. Reprendre le partage. Je n'ai pas compris pourquoi il est en pause. Nouveau partage. Maintenant? Est-ce que vous voyez le diapo maintenant? Oui, très bien. On va continuer. On a dit dans l'étape préanalytique, on doit préciser le type de prélèvement. Vous avez deux possibilités pour faire le prélèvement. Soit vous allez faire la collecte des urines de 24 heures. Et bien sûr, ici, il y a des précautions à prendre. On a déjà parlé de ça hier. Quelles sont les précautions à prendre dans la collecte des urines de 24 heures? Il faut utiliser un récipient propre et stérile. Et de préférence, utiliser un antiseptique pour éviter la prolifération bactérienne. Ça, c'est une condition très importante pour la collecte des urines de 24 heures. Mais il y a un problème qui se pose avec les urines de 24 heures, c'est le problème des erreurs de collecte. Parce que comment le patient ou comment le sujet va faire la collecte? Il va se réveiller le matin, supposons aujourd'hui c'est le mardi, il va se réveiller à 8 heures du matin, il va commencer la collecte des urines de 24 heures. Donc à chaque fois qu'il va uriner, il va uriner dans le même récipient. Donc il va commencer de 8 heures de mardi jusqu'à 8 heures de mercredi pour collecter les urines de 24 heures. Mais parfois, le sujet il va rater la collecte. S'il va sortir par exemple ou il a des difficultés de faire la collecte, donc on n'aura pas le volume réel des urines de 24 heures. C'est pour cette raison les chercheurs proposent actuellement un test beaucoup plus simple. C'est ce qu'on appelle le spot urinaire. C'est quoi le spot urinaire? C'est on va collecter uniquement les urines mictionnelles, de préférence les urines du matin. Donc sur une miction, les urines de miction matinale, on va faire le dosage de la protéinurie. Mais il y a une condition. Quelle est cette condition? Il faut corriger la protéinurie mictionnelle par rapport à la valeur de la créatinine urinaire. Donc c'est un rapport protéine urinaire sur créatine urinaire. Elle est appelée le spot urinaire. C'est l'examen le plus utilisé actuellement. D'accord. En Algérie, ne sont pas encore arrivés à la généralisation d'utilisation de ces tests parce que les cliniciens ne sont pas sensibilisés par rapport à ce point. Donc, de préférence, on ne fait plus le dosage des protéines de 24 heures, mais on fait le dosage sur spot urinaire avec correction par rapport à la créatinine urinaire. Par rapport aux patients, qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution? Il faut éviter le stress, la position debout. Pourquoi? Pour éviter la protéinurie orthostatique fonctionnelle et éviter également l'effort musculaire et éviter de faire la protéinurie chez un sujet fébrile qui a une fièvre et bien sûr l'orthostatisme prolongé pour ne pas fausser le résultat. Si on ne va pas faire le dosage dans l'immédiat, c'est-à-dire on va faire un dosage déféré, il vaut mieux conserver les protéines dans le réfrigérateur, les protéines urinaires, les urines, à plus 4 degrés Celsius. Personne attend. Très bien. Maintenant, on va parler des méthodes. Quels sont les examens qu'on peut utiliser pour explorer la protéinurie? Vous avez des méthodes semi-quantitatives. Lorsqu'on dit semi-quantitative, on a déjà parlé de ça hier. C'est la bandelette de chimie des urines. On a les méthodes quantitatives qui sont réalisées au niveau de laboratoire. Et vous avez également les méthodes qualitatives de phénotypage. C'est pour déterminer le type des protéines qui composent la protéinurie. On va prendre deux exemples. On va prendre l'électrophorèse des protéines urinaires et on va prendre l'immunofixation des protéines urinaires. Vous avez un paramètre spécifique, c'est le dosage spécifique de l'albumine urinaire, qu'on appelle la microalbuminurie. Donc, on va détailler ces éléments. On va commencer par la méthode semi-quantitative, c'est l'analyse par bandelette
réactif, chimie des urines. Dans la bandelette de chimie des urines, il y a une bande spécifique à la protéinurie. Cette bande contient un réactif, un indicateur qu'on appelle le bleu de bromophénol. Donc le bleu de bromophénol, seul, il est de couleur jaune-vert. Si on va imprégner la bandelette dans les urines, et s'il y a des protéines dans les urines, cette couleur jaune-vert, elle va virer, elle va changer vers le bleu. Et l'intensité de cette couleur bleue, elle est proportionnelle à la quantité des protéines qui se trouvent dans les urines. Bien sûr, c'est une méthode semi-quantitative. Elle n'est pas fiable à 100%, mais elle permet surtout aux cliniciens, parce que ce n'est pas un examen du laboratoire, on peut réaliser la chimie des urines dans le service, dans l'officine, chez un pharmacien, etc. Le seuil, ça c'est des limites, bien sûr, une méthode semi-quantitative a des limites. Quelles sont les limites de cette méthode? Premièrement, le seuil de détection, il est de 150 mg par 24 heures. C'est-à-dire si vous avez une protéinurie inférieure à 150, on ne pourra pas la détecter. Et deuxième limite, c'est que cette bandelette, elle est sensible à l'albumine. Elle est peu ou pas sensible pour les autres protéines, par exemple pour les immunoglobulines. Vous voyez que la bandelette des chimies des urines, ce n'est pas un examen fiable pour faire le diagnostic d'une protéinurie. Pas de son. Est-ce que vous m'entendez maintenant? D'accord. Je continue. Les résultats de la protéinurie sont exprimés en croix. On dit par exemple, vous avez une chimie des urines négative, vous avez des traces, vous avez une croix, 2 croix, 3 croix ou 4 croix. Et vous voyez qu'il y a une proportionnalité entre le résultat qualitatif et le résultat quantitatif. Lorsqu'on dit que la chimie des urines elle est négative, c'est-à-dire le taux de protéines urinaires elle est inférieur à 150 ou inférieur à 100. On dit qu'il y a des traces de protéines dans les urines, c'est-à-dire c'est une concentration inférieure à 150. Une croix, c'est l'équivalent de 0,3 g, c'est-à-dire c'est 300 mg. 2 croix, c'est 1 g de protéines urinaires. 3 croix, c'est 3 g. Et 4 croix, c'est l'équivalent d'une protéinurie entre 20 et 30 g. Bien sûr, si vous détectez une protéinurie par une bandelette chimie des urines, il est indispensable de confirmer cette protéinurie par un dosage quantitatif. On va faire ce dosage soit sur les urines de 24 heures, soit sur des urines mictionnelles avec dosage, bien sûr, correction par la créatine urinaire. Maintenant, quelles sont les méthodes qu'on utilise au niveau de laboratoire pour faire le dosage quantitatif? Vous avez deux principes. Vous avez les méthodes par précipitation, vous avez les méthodes colorimétriques. Actuellement, la plupart des laboratoires dans le monde utilisent les méthodes colorimétriques. Pour la simple raison, parce que ces méthodes sont beaucoup plus simples. Ils sont automatisables. Automatisables, c'est-à-dire on peut les mettre sur un automate, un analyseur biochimique. Pour les méthodes de précipitation, on va commencer par les méthodes de précipitation. On peut faire la précipitation de ces urines soit en milieu acide. Vous avez deux réactifs qui sont les plus utilisés. Vous avez la TCA, c'est l'acide trichloracétique. Et vous avez l'acide sulfosalicylique. Ces deux anciennes méthodes sont abandonnées actuellement. Par contre, il y a une méthode par précipitation qui est actuellement une méthode d'actualité, qui est très utilisée par les laboratoires. C'est une méthode qui a été développée par le laboratoire Roche, Roche Diagnostic. Elle est basée sur la précipitation des protéines urinaires par une substance chimique qui est le chlorure de benzétonium en milieu alcalin. Le précipité, on va mesurer l'intensité de précipité par une technique turbidimétrique et non pas spectrophotométrique. C'est-à-dire on va mesurer l'intensité du trouble et on ne va pas mesurer l'intensité d'une couleur. Il n'y a pas d'absorbance ici. C'est un trouble. Le type le plus utilisé, on va dire, c'est les méthodes colorimétriques. Donc, vous avez plusieurs colorants qui sont utilisés. Le plus utilisé actuellement, presque plus de 50% des laboratoires l'utilisent, c'est le colorant rouge de pyrogallol. C'est la méthode qui a été développée par le japonais Fujita en 1983. Vous avez d'autres types de colorants qui sont également utilisés. Vous avez le bleu de Komachi, c'est appelé également la méthode de Bradford. Vous avez le violet de pyrocatéchol. Vous avez la méthode de Lowry.
Vous avez parlé de cette méthode dans le cours d'exploration des liquides de ponction. Vous avez également l'ancien colorant, le rouge ponceau, et vous avez la BCA. Méthode BCA, c'est l'acide B5-onique. On va détailler uniquement la première méthode, c'est-à-dire la méthode utilisée actuellement, qu'on utilise également dans notre laboratoire. Donc, juste à titre d'information, au niveau de notre laboratoire, on utilise les deux méthodes. Vous avez la méthode par précipitation, c'est la méthode développée par Roche, chlorure de benzétonium, et on utilise également la méthode de rouge de pyrogalol. On va détailler la méthode de rouge de pyrogalol. En fait, le rouge de pyrogalol dans le réactif, en milieu acide à pH 2,5, il va former un complexe, il va se combiner avec le molybdate. La même chose, le molybdate se trouve dans le réactif. Ce complexe rouge de pyrogalol molybdate absorbe à 470 nanomètres. Si on va mettre le réactif en contact des urines, s'il y a des protéines dans les urines, il y aura une association entre le rouge de pyrogalol molybdate et les groupements amines des acides aminés des protéines urinaires. Cette association, elle va déplacer, c'est un déplacement, on va déplacer la longueur d'onde d'absorption maximale de 470 à 583. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer l'absorbance à 470 avant de lancer la réaction. Et ensuite, on va mesurer l'absorbance après l'addition des urines à 583. Et cette différence, elle est proportionnelle à quoi? Elle est proportionnelle à la concentration des protéines dans les urines. Pour améliorer les performances de cette technique, on ajoute dans le réactif un composant très important qui est l'acide oxalique, l'oxalate. Quel est le rôle de l'oxalate ici? C'est pour éviter la précipitation, c'est pour inhiber les substances chelatrices de molybdate. Parce que si on va chélater le molybdate, il n'y aura pas de réaction. Donc on ajoute dans le milieu réactionnel, dans le réactif, l'oxalate qui va éviter d'avoir des résultats négatifs, c'est-à-dire il va bloquer les substances chélatrices de molybdate. Cette réaction se développe en 8 minutes, c'est-à-dire l'incubation entre 8 et 10 minutes. Et la couleur, elle est stable jusqu'à 30 minutes. Pour le domaine de mesure de cette technique, elle détecte des concentrations de 0,05 g jusqu'à 4 g. D'accord? Juste une question pour vous. Est-ce qu'on peut utiliser la méthode de dosage des protéines plasmatiques, la méthode de Biury, pour quantifier les protéines urinaires? Est-ce que vous pouvez me répondre? Je répète ma question. Est-ce qu'on peut utiliser la méthode de dosage des protéines plasmatiques, la méthode de Biury, que vous avez utilisée dans le TP, pour quantifier les protéines urinaires? La réponse est non, c'est clair. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Pourquoi on ne peut pas utiliser cette technique de Biury pour quantifier les protéines urinaires? Quelle est la raison? Oui, vous avez la réponse. C'est par rapport à la sensibilité. Parce que la concentration des protéines urinaires, elle est beaucoup plus faible par rapport à la concentration des protéines plasmatiques. Pour les protéines plasmatiques, la concentration des protéines, elle est comprise entre 55 jusqu'à 80. Par contre, ici, dans les concentrations urinaires, elle est beaucoup plus faible. Donc, on parle de sensibilité. La méthode de Biury, elle manque de sensibilité. Elle ne peut pas détecter des concentrations faibles. D'ailleurs, dans le domaine de mesure de la méthode de Biury, la limite de quantification, elle est de 4 grammes. Et vous voyez ici pour la méthode de rouge de pyrogalol, la limite de linéarité, elle est de 4 grammes. Et la limite de quantification, elle est de 0,05 grammes. Vous voyez? Donc, on ne peut pas utiliser la méthode de Biury destinée pour le dosage des protéines plasmatiques pour faire le dosage des protéines urinaires, par défaut de sensibilité. Troisième type d'examen, donc on a parlé de l'examen semi-quantitatif, c'est-à-dire on a parlé de la bandelette de chimie des urines. Si on trouve que le résultat est positif, on doit quantifier par un dosage. On a parlé des méthodes par précipitation et des méthodes colorimétriques. Et troisième examen, c'est la caractérisation, c'est-à-dire on doit identifier quelles sont ces protéines qui se trouvent dans les urines. C'est clair? Ici, on va parler de deux méthodes. Vous avez l'électrophorèse des protéines urinaires et vous avez l'immunofixation des protéines urinaires. On va commencer par l'électrophorèse.
La méthode la plus utilisée, c'est l'électrophorèse sur gel d'agarose. Vous connaissez bien sûr le principe de l'électrophorèse. Électrophorésis, électro, c'est-à-dire on va utiliser un champ électrique. Phorèse, c'est la migration. Donc c'est une migration sous l'action d'un champ électrique sur un support. Quel est le support qu'on va utiliser ici? Dans les urines, on va utiliser le gel d'agarose. Pourquoi on préfère d'utiliser le gel d'agarose? Parce qu'il est de bonne résolution et ne nécessite pas la concentration des urines. Parce qu'on a dit que la concentration des protéines urinaires, elle est très faible. Donc, pour faire une électrophorèse, auparavant, on était obligé de concentrer les urines. C'est-à-dire, on va faire une précipitation, une centrifugation. Mais avec ce gel d'agarose, nous ne sommes pas obligés de faire la concentration des urines. On va directement mettre l'échantillon urinaire sur le gel d'agarose et on va appliquer un champ électrique pour faire migrer les fractions protiques. Et à la fin, on va faire la révélation par un colorant. Vous voyez ici, la coloration, elle utilise un colorant spécifique. Généralement, on utilise le bleu acide. Et on réalise cette technique à notre niveau, au niveau de laboratoire de biochimie, CHU Ibn Rushd. Et l'intérêt de cette électrophorèse, c'est pour la différenciation des différents types de protéines, surtout les protéines glomérulaires. Je vais vous montrer ici le profil. Ça, c'est un profil électrophorétique des protéines urinaires. Vous voyez ici, vous avez le point de départ, c'est le dépôt. On va mettre ici 5 microlitres des urines sur le gel. Et on va appliquer un champ électrique. Lorsqu'on va appliquer le champ électrique, les urines ils vont migrer. Ils vont migrer en fonction de quoi? Est-ce que vous avez une réponse? Pourquoi, par exemple, ici, vous avez le bêta-2 microglobuline qui migre plus loin par rapport à l'albumine? Quelle est la différence entre bêta-2 macroglobuline et albumine? Je vais reformuler ma question. Sur quelle base les fractions protiques ils vont migrer par rapport au point de départ? Quel est le paramètre qui va conditionner la vitesse de migration? Est-ce que vous avez une réponse? Oui, est-ce que vous avez des réponses? Non, vous n'avez pas de réponse. Oui, c'est la charge et le poids moléculaire. Très bien. Donc, c'est les deux paramètres qui conditionnent la vitesse de migration des protéines urinaires. C'est la charge et le poids moléculaire. Et vous avez ici l'exemple. Pourquoi bêta-2 macroglobuline ou microglobuline migre plus loin que l'albumine? Parce que vous voyez, le poids moléculaire de la bêta-2 microglobuline est de 12 kDa. Par contre, celui de l'albumine, il est de 70 kDa. Et celui des immunoglobulines EGM, il est supérieur à 800 kDa. Donc vous voyez que les EGM ne migrent pas loin par rapport au point de départ, parce que leur poids moléculaire il est important. Contrairement au bêta-2 microglobuline, dont le poids moléculaire il est beaucoup plus faible, 12 kDa. Donc vous voyez, à partir de profils électrophorétiques, on peut identifier les différents types de protéines. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, vous voyez ici la bande de l'albumine, elle est plus large par rapport aux autres bandes. Donc la largeur de la bande, elle est proportionnelle à quoi? Est-ce que vous avez une réponse? La largeur de la bande sur le profil d'électrophorèse, elle est proportionnelle à quoi? Très bien, c'est par rapport à la concentration. Donc vous voyez ici l'albumine, la bande de l'albumine, elle est plus large par rapport à la bande des immunoglobulines, parce que la concentration d'albumine dans cet échantillon, elle est importante. Donc vous voyez, l'électrophorèse, c'est une méthode semi-quantitative. C'est clair? L'électrophorèse, c'est une protéine, l'électrophorèse des protéines urinaires, pardon, c'est une méthode semi-quantitative. Ne peut donner une indication sur la concentration des protéines urinaires. On continue. On peut faire également le typage par dosage quantitatif, c'est-à-dire on va doser, on va quantifier les protéines urinaires. Vous avez ici les marqueurs de l'atteinte glomérulaire, la protéinurie glomérulaire, et vous avez également des marqueurs spécifiques de la protéinurie tubulaire. Quel est le marqueur spécifique de la protéinurie glomérulaire? C'est clair, c'est l'albumine. Donc si vous trouvez qu'il y a de l'albumine dans les urines, donc c'est un
indicateur de la présence d'une atteinte de la barrière glomérulaire. Et on peut trouver également d'autres immunoglobulines. Ici, pour différencier entre la protéinurie glomérulaire sélective et non sélective. Si on va trouver que dans les urines, il y a plus de 80% d'albumine, on va dire ici que la protéinurie glomérulaire elle est sélective. C'est-à-dire la barrière ne laisse passer que l'albumine. Si on va trouver qu'il y a d'autres protéines dont le poids moléculaire est supérieur à celui de l'albumine, tel que la transférine ou l'immunoglobuline, on va dire que cette protéinurie glomérulaire elle est non sélective. C'est clair pour cette notion. Deuxième type, c'est les marqueurs spécifiques de l'atteinte tubulaire. Vous avez essentiellement deux. Et vous avez un seul paramètre qui est d'utilisation pratique, de routine. C'est le dosage de la bêta-2 macroglobuline. On fait ce dosage à notre niveau, au niveau de laboratoire de biochimie. Quelle est l'indication de cette protéine? Pourquoi on dose la bêta-2 macroglobuline dans les urines? C'est surtout pour faire le suivi de l'atteinte rénale chez les sujets qui ont une maladie de Kahler, le MM, le myélome multiple. Je répète, parmi les protéines marqueurs de l'atteinte tubulaire, on dose la bêta-2 microglobuline. Ce n'est pas la macro, c'est la micro. La bêta-2 microglobuline, c'est un marqueur spécifique de l'évolution de l'atteinte rénale, essentiellement l'atteinte tubulaire, chez les sujets atteints de myélome multiple. Et on peut doser également la protéine spécifique, la protéine de Tamm-Horsfall, mais son dosage est très difficile. Donc actuellement, en pratique, on dose la bêta-2 microglobuline. On peut doser également les marqueurs pré-rénaux pour chercher une protéinurie de surcharge. Donc, on peut doser au niveau plasmatique ou au niveau urinaire les chaînes légères des immunoglobulines qui sont observées au cours de myélomes multiples. On peut doser également les lysosimes. On peut doser la myoglobine au cours de rhabdomyolyse. La rhabdomyolyse, c'est une maladie qui est due à une fente musculaire, une lésion musculaire. On appelle ça rhabdomyolyse. On peut doser également l'amylase coupléoprotéine, surtout dans les pancréatites aiguës. Et on peut doser également l'urosomycoïde, c'est un alpha-1 globuline qu'on peut le retrouver dans les urines chez les patients atteints de carcinome bronchique, un cancer bronchique. Vous avez ici les marqueurs de la protéinurie post-rénale qui sont dus à des uropathies inflammatoires qui touchent le tractus urogénital. Vous avez ici la alpha-2 macroglobuline. D'accord, mais ils ne sont pas de dosage de routine. Maintenant, on va parler de l'immunofixation. L'immunofixation, vous avez, je pense, un cours en immunologie sur les méthodes d'immunofixation, donc on ne va pas trop insister. Et c'est le principe de l'immunofixation, c'est quoi? C'est-à-dire, en premier lieu, on va faire une électrophorèse des protéines urinaires. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, on va mettre ces protéines urinaires en contact avec des anticorps. On va chercher la présence des immunoglobulines, IgM, IgG, IgA. On va chercher la présence des chaînes des immunoglobulines, chaîne kappa et chaîne lambda. Et cette indication, cette technique, elle est indiquée surtout à la recherche de la protéine de Benz-Jones. Vous connaissez la protéine de Benz-Jones? C'est une protéine qui se trouve dans les urines, d'accord, qui est spécifique à la maladie de Kahler, au myélome multiple. On continue. On termine ce cours par le dosage d'un paramètre spécifique au niveau urinaire, c'est la microalbuminurie. Ici, vous avez trois définitions qu'il ne faut pas les oublier. Vous avez l'albuminurie, vous avez la microalbuminurie et vous avez la macroalbuminurie. La différence entre ces trois entités est due à la différence de concentration. Un sujet normal, et là, une albuminurie, c'est une albuminurie physiologique. Le taux d'albumine est compris entre 10 et 30 mg par 24 heures. On parle de microalbuminurie lorsque le taux dépasse les 30 mg par 24 heures, mais il est inférieur à 300 mg. Donc, entre 30 et 300, on parle de microalbuminurie. Si le taux de l'albumine urinaire dépasse les 300 mg par 24 heures, on parle de macroalbuminurie. Et ça, c'est un indicateur de la présence d'une atteinte glomérulaire. En pratique, comment on fait le dosage de l'albumine? Par exemple, à notre niveau, en biochimie, on utilise les méthodes immunothérodémétriques. Qu'est-ce que ça veut dire une méthode immunothérodémétrique? En fait, on va utiliser un réactif qui contient un anticorps, anti-albumine. Lorsqu'on va mettre le réactif avec les urines, il y aura une réaction immunologique, anticorps anti-albumine avec albumine, ce qui va provoquer la formation d'un complexe humain, le complexe humain antigène-anticorps. Ce complexe humain antigène-anticorps, il va former le trouble dans le milieu. Donc, nous, on va mesurer ce trouble. C'est la turbidimétrie. En immunologie,
par exemple, au laboratoire de Limino s'intéresse, utilise une autre méthode, c'est la méthode néphilométrique, qui est différente de la méthode turbidimétrique. Ces deux méthodes possèdent des performances excellentes pour la détection et la quantification de l'albumine. On termine par l'indication. Dans quelle situation on doit doser l'albumine? Urinaire, bien sûr. D'abord, il faut préciser que l'albuminurie, elle est spécifique de l'atteinte glomérulaire. Si on va trouver qu'il y a de l'albumine dans les urines, c'est un indicateur de la présence d'une atteinte glomérulaire. Ici, j'ai cité 3 exemples de l'indication de dosage de la microalbuminurie. La première indication, c'est le suivi de l'évolution d'une maladie rénale. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie rénale, on doit doser l'albumine d'une façon périodique pour avoir une idée sur l'évolution de cette maladie rénale. Si le taux de l'albumine urinaire augmente, ça c'est un signe de mauvais pronostic, c'est-à-dire il y a une évolution de l'atteinte rénale. Si le taux de l'albuminurie est stable ou il diminue, donc ça c'est un signe de bon pronostic, c'est-à-dire la maladie rénale elle est stable ou elle va régresser. Deuxième indication, chez les sujets diabétiques. Comme vous savez, vous avez 2 types de diabète. Vous avez type 1 et type 2. Chez les sujets diabétiques type 1, le dosage de la microalbuminurie, c'est un indicateur de la néphropathie diabétique. Comme vous savez, le diabète ou le sujet diabétique, après 10 ans ou 20 ans, en fonction bien sûr de son équilibre glycémique, il va développer une atteinte rénale, ce qu'on appelle la néphropathie diabétique. Et vous connaissez le mécanisme. Pourquoi le sujet diabétique développe une néphropathie diabétique? C'est par rapport à la toxicité rénale du glucose. D'accord? Le glucose possède une toxicité rénale. Donc l'augmentation de la concentration de glucose dans le sang, il va arriver dans les urines au niveau de la barrière glomérulaire, il va provoquer une lésion tissulaire au niveau rénal. Et à force que cette augmentation est importante, et elle est chronique aussi, le sujet diabétique il va développer une néphropathie diabétique. Ça, c'est par rapport au sujet diabétique type 1. Par contre, c'est le sujet diabétique type 2. Les recherches, ils ont trouvé que la microalbuminurie est plutôt un marqueur de risque cardiovasculaire et non pas un marqueur spécifique de la néphropathie diabétique. Vous allez me poser la question, quelle est la relation entre le rein et le cœur? Le rein et le cœur. Il y a une question. Microalbuminurie ou macroalbuminurie, qui est spécifique pour atteindre glomérulaire. En fait, en pratique, on ne fait pas la différence entre micro et macro. C'est-à-dire, on utilise toujours le terme microalbuminurie pour définir la concentration, c'est-à-dire la quantification de l'albumine dans les urines. Je répète, en pratique, on ne fait pas la différence entre micro et macro dans le dosage. Je ne parle pas sur le plan clinique. Si vous demandez le dosage de l'albumine dans les urines pour un patient diabétique, vous allez mettre sur l'ordonnance microalbumine. Vous n'allez pas mettre macroalbumine parce que le test est appelé microalbuminurie. Je reviens maintenant à la question que j'ai posée. Quelle est la relation entre le cœur et le rein? Pourquoi chez les diabétiques type 2, la microalbuminurie est plutôt un marqueur de risque cardiovasculaire et non pas un marqueur de l'atteinte rénale? En fait, les chercheurs ils ont trouvé que ce qui se passe au niveau rénal, c'est l'image que se trouve au niveau cardiaque ou au niveau vasculaire. Si vous avez une altération de la barrière glomérulaire, c'est-à-dire passage de l'albumine dans les urines, ça c'est un indicateur qu'il y a un problème au niveau de l'endothélium vasculaire. L'endothélium vasculaire, c'est-à-dire c'est les tissus des vaisseaux ou les tissus cardiaques. C'est pour cette raison, toujours chez les sujets diabétiques type 2, on doit faire un dosage périodique, chaque 3 mois, de l'albumine urinaire parce que c'est un marqueur de risque cardiovasculaire. Et chez les diabétiques type 1, c'est un marqueur de néphropathie diabétique. On va faire en quelque sorte un dépistage. Même si le sujet n'a pas d'atteinte rénale, on doit doser périodiquement chaque 3 mois avec le dosage de l'HbGlycée pour avoir une idée sur l'équilibre glycémique. On dose également la microalbuminurie pour avoir une idée sur le risque cardiovasculaire, le risque de néphropathie diabétique. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Il nous reste un peu du temps. Donc j'ouvre le débat. Vous avez la possibilité de poser vos questions par rapport à ce cours, cette présentation. Est-ce que vous avez des questions?
Et la question de Shada, pourquoi la protéine rénale mixte est entre 1 et 2 par 24 heures et pas supérieure à 2 grammes? Oui. On a dit que la protéinurie glomérulaire, elle est massive. Elle est composée essentiellement d'albumine. Généralement, le taux de protéine est supérieur à 2 grammes. Dans la protéinurie tubulaire, le taux de protéine ne dépasse pas les 1 gramme. Et dans la protéinurie mixte, parce que c'est un mix de protéines glomérulaires et de nattente tubulaire, on ne peut pas dépasser les 2 grammes. D'accord? Le taux, généralement il est supérieur à 1 gramme, mais il est inférieur à 2 grammes. Il est entre 1 et 2. Parce que ici, c'est un mix d'une lésion glomérulaire et d'une lésion tubulaire. Une autre question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Relation entre risque cardiovasculaire et la microalbuminurie. Comme je viens de le dire, j'ai dit que ce qui se passe au niveau rénal, c'est l'image de ce qui se passe au niveau vasculaire. Une atteinte de la barrière glomérulaire, c'est un signe qu'il y a un problème au niveau de l'endothélium vasculaire. Donc, si vous trouvez de l'albumine dans les urines, c'est-à-dire que vous avez un problème au niveau des vaisseaux. Il y a un risque cardiovasculaire, risque de faire une maladie cardiovasculaire, soit une insuffisance cardiaque, soit un risque d'EDM, soit un risque d'AVC, etc. C'est les risques cardiovasculaires. Sur le plan physiopathologique, c'est-à-dire si vous cherchez le mécanisme, jusqu'à maintenant, si vous cherchez dans la littérature, il n'y a pas vraiment une explication entre la présence de la microalbuminurie et le risque cardiovasculaire. Parmi les hypothèses proposées pour expliquer cette association, et en quelque sorte, c'est la toxicité de l'albumine. Parce qu'on connaît que l'albumine est une substance toxique. D'accord? Donc, forte concentration de l'albumine au niveau des vaisseaux rénal, donc c'est un indicateur de la présence d'un risque cardiovasculaire. Mais ça reste toujours des hypothèses. Il n'y a pas un mécanisme confirmé. Pour la question de Maya, dans la protéine glomérulaire sélective. Oui, dans la protéine glomérulaire sélective, on ne trouve pas uniquement l'albumine, mais on trouve que 80% de la protéinurie, elle est composée d'albumine. Certainement, on va trouver d'autres types de protéines, mais à 80%, c'est de l'albumine. On dit que cette protéine glomérulaire, elle est sélective. Si on va trouver qu'il y a d'autres protéines en concentration importante, par exemple la transférine ou les immunoglobulines, surtout de type IgG, on va dire que cette protéinurie glomérulaire, elle est non sélective. D'autres questions? Une autre question pour Khadija, je n'ai pas compris comment on peut détecter les croix de protéinurie à partir de la bande. En fait, je ne sais pas ce que vous avez vu déjà, comment on fait dépistage d'une protéinurie, comment on utilise une bandelette de chimie des urines. Vous avez la bandelette que vous allez imprégner dans les urines. Vous allez prendre votre bandelette, vous allez imprégner cette bandelette dans un tube sec ou un tube à essai qui contient les urines. Vous allez laisser par exemple pendant 15 minutes. Ensuite, vous allez prendre cette bande et vous allez la comparer par rapport à un catalogue. Sur la boîte des chimies des urines, vous trouvez les différentes bandes et différentes couleurs possibles. Vous allez trouver l'interprétation. Donc, si vous trouvez que la couleur, on a dit que la couleur de réactif, elle est jaune, vert. Lorsqu'il y a présence de protéines dans les urines, cette couleur va virer vers le bleu. Bien sûr, vous avez bleu clair, bleu foncé. L'intensité de cette couleur bleue, elle est proportionnelle à la concentration. Et vous trouvez, en fonction de la couleur, la signification de cette couleur. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est trace? Est-ce qu'une seule croix, deux croix, trois croix ou quatre croix? J'espère que j'ai répondu à votre question. D'autres questions?
Oui, vous pouvez avoir les diapos. Je lui envoie également ces diapos pour le délégué. Vous aurez ça, oui. Une dernière question, parce on doit s'arrêter, et un cours juste après. La question de Bouguera par rapport au syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique, on avait dit qu'il pouvait être pur ou impur. C'est par rapport à quoi? Syndrome néphrotique pur et impur. Je pense que j'ai répondu à cette question. Par rapport à quoi? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Comment on peut classer un syndrome néphrotique? Dans la classe pure ou impure? Sur quelle base? On a déjà abordé cette question dans le cours. Très bien, c'est par rapport à l'albumine. Par rapport à l'albumine. C'est la même définition de la protéine glomérulaire. Est-ce qu'elle est sélective ou non sélective? Donc, si vous avez... C'est pas grave, Bougra, c'est pas grave. Donc, je vais répondre à votre question. Quand est-ce qu'on dit que le syndrome néphrotique il est pur? Si il est composé essentiellement d'albumine. D'accord? On dit ici que cette protéinurie glomérulaire, elle est sélective. La barrière glomérulaire ne laisse passer que l'albumine. Quand est-ce qu'on parle de syndrome néphrotique impur? En présence de l'albumine, on va trouver d'autres éléments, pas forcément des protéines. On peut trouver, par exemple, une hématurie. D'accord? Donc, si vous trouvez un syndrome néphrotique avec présence d'hématurie, on va dire que le syndrome néphrotique il est impur. Si on va trouver, par exemple, une hémoglobinurie, d'accord? Si on va trouver de l'hémoglobine dans les urines, on va dire que le syndrome néphrotique il est impur. Ou il est associé, par exemple, à une autre pathologie. Un exemple plus simple, associé, par exemple, à une hypertension artérielle. C'est clair. Donc, vous avez dans les diapos que j'ai postés sur la plateforme le détail des deux définitions, pure et impure. Une dernière question de Rachidi. Dans le rouge de Pyrogal, on mesure l'absorbance à 470 ou bien à 583. En fait, dans la méthode de rouge de Pyrogalol, on dose d'abord le blanc réactif. Le blanc réactif, c'est-à-dire le réactif seul, à 470 nanomètres. Ensuite, on va mettre en contact le réactif avec les urines. On a dit que la fixation des acides aminés des protéines urinaires sur le complexe rouge de pyrogalol molybdate, il va faire déplacer la longueur d'onde d'absorbance maximale de 470 à 583. Donc nous, on va refaire une deuxième lecture sur le spectrophotomètre à 583. Et la différence, cette différence, elle est due à quoi? Elle est due à la concentration des protéines urinaires, c'est-à-dire elle est proportionnelle. L'absorbance à 583, elle est proportionnelle à la concentration des protéines urinaires. Juste, on doit faire une lecture à 470 pour éliminer l'interférence de réactif. C'est le blanc réactif. Voilà, s'il n'y avait pas d'autres questions, donc on va arrêter cette conférence. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain soir, à partir de 19h. On va faire, comme hier, on va faire une conférence, débat et questions sur le cours d'aujourd'hui. Et également, pour les gens qui ont raté la séance d'hier, on va essayer de répondre aussi, même aux questions de premier cours. Donc, restez branchés et on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Merci pour votre engagement et pour votre présence.